On sait qu'il y a évidemment des États derrière, derrière certains groupes et des très grandes proximités politiques. Bien que les acteurs nous disent oui, les données sont effacées, elles ne le sont pas et on a un petit peu peur après. Est-ce qu'il ne faut pas partir du postulat qu'à partir du moment où nos données sont exfiltrées, elles sont perdues? Ça montre jusqu'à quel point leur professionnalisme est allé jusqu'au bout. Des personnes vont en prison, donc c'est quand même pas rien. On voit une agilité même dans le ransomware as a service qui est assez intéressante, je trouve. Par introduire une équipe CTI quand on n'en a pas, c'est faire un changement et c'est faire une transformation. Mais le nerf de la guerre, il est là. C'est combien ça coûte. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des Tables Rondes des experts organisée par Risk Intel Media et en partenariat avec Recorded Future. Aujourd'hui, on va parler du sujet la face cachée de la lutte contre le cybercrime international. Alors vous l'avez compris, on ne va pas parler de cybercriminalité de petits groupes, on va parler de criminalité organisée, internationale, professionnelle, une vraie économie du crime numérique. Et pour ça, on va avoir 4 experts qui vont répondre à nos questions et je vais commencer par leur donner la parole pour pouvoir se présenter. Et je commence par Manon Artoré. Merci Yasmine. Donc Manon Artoré, je suis consultante en cyber et spécifiquement en CTI, Cyber Threat Intelligence. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Recorded Future. Olivier Kawati. Olivier Kawati, je suis le CISO de BNP Paribas pour la banque d'investissement pour la région EMEA. Et ça fait longtemps que je suis dans la cyber. Merci. Thomas Fillot. Bonsoir Yasmine. Du coup Thomas, je suis dans la cyber aussi depuis pas mal d'années. Je suis passé un long moment à la NSSI au sein des équipes de relations industrielles. Et depuis 4 années, je suis RSSI. Et sur ces 3 dernières années, RSSI de l'entreprise Miracle, qui est le leader mondial des marketplaces. Et Olivier Tillier. Bonsoir Yasmine. Je suis donc Olivier Tillier, je suis le groupe CISO de Bouygues Construction. Je suis un jeune CISO depuis 2 ans et demi seulement chez Bouygues Construction. J'ai découvert la cyber en arrivant à ce poste il y a 2 ans et demi. Avant que j'ai fait 1 an comme responsable d'un bureau d'études pour déployer la fibre en Bretagne. 1 an avant, j'étais consultant RH. Et pendant les 27 années précédentes, j'étais dans les forces, dans l'armée de terre où j'étais dans les opérationnels. Ça m'a permis de voyager, de faire à peu près 69 pays dans le monde. Eh bien, je suis ravie de vous avoir avec moi pour ce soir parler de la CTI. Alors, avant de commencer la thématique, pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, notamment en replay sur YouTube. Sachez qu'aujourd'hui, on le fait également en podcast pour ceux qui ont la vie dure et qui, malheureusement, ne peuvent pas rester devant leur écran. Alors, c'est vrai que la CTI, c'est un gros mot, je dirais. C'est un mot qui intéresse beaucoup. On en parlait un petit peu au début. On parle tout de suite des films d'espionnage et un peu de fantasme autour. Mais j'aimerais qu'on revienne concrètement sur cette thématique du cybercrime international. C'est vraiment une économie. La cybersécurité, aujourd'hui, ce n'est pas des petits impacts. Je pense qu'on l'a vu récemment. Il y a une grosse affaire, alors peut-être que vous en avez entendu parler, mais également notre public, qui a eu lieu au mois d'août, puisque fin août, c'est celle de Jaguar Land Rover. Donc une cyberattaque qui a été détectée dans la nuit du 30 août au 1er septembre. Et pourquoi je dis que ce n'est pas une petite attaque? Parce que finalement, le coût de cette cyberattaque, c'est quasiment 12,5 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Ce qui est quand même un énorme chiffre et surtout, ça pose des questions. Et la question que je vous pose en premier lieu, c'est qu'est-ce qui s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Qui veut commencer? En fait, tu l'as dit, c'est le 31 août. Il y a eu donc ils ont subi une cyberattaque majeure, probablement un ransomware. On l'a appris un peu plus tard. L'impact a été vraiment majeur, parce que le coût économique, tu l'as dit, c'est près de 2 milliards, mais au-delà de tout ça, c'est tout l'impact qu'il y a eu derrière. En fait, et ça a soulevé pas mal de questions. Ça a soulevé la question de l'effet domino. On arrête une entreprise majeure, en fait, on s'attaque à une entreprise majeure. Qu'est-ce qui se passe derrière pour tout ce qui est la supply chain, les usines qui construisent? En fait, tout s'est arrêté derrière. Donc, il y a eu vraiment cet effet domino. Il y a eu aussi la fragilité de ce just-in-time, c'est-à-dire on est en permanence en flux tendu. Quand ça s'arrête, tout s'arrête. Donc, il y a eu un impact humain, parce qu'il y a quand même eu énormément des milliers d'employés qui ont été au chômage comme ça du jour au lendemain. Et le dernier, c'est quand même le dernier impact que moi je vois, c'est un impact systémique. Parce que c'est quand même un événement qui a été classé événement systémique de catégorie 3 par le Cyber Monitoring Center, c'est-à-dire qu'elle a touché l'ensemble de l'écosystème automobile britannique. Oui. Et ce que ça révèle aussi, c'est l'implication publique-privée, parce que tout de suite, l'État
le gouvernement britannique a mis la main à la poche pour justement éviter une banqueroute totale de JLR. Donc ça pose vraiment toutes ces questions. Parce que c'est vrai que 2 milliards, c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est la cyberattaque la plus coûteuse du Royaume-Uni à ce jour. Et probablement du monde. Moi, je trouve que c'est des éléments intéressants. Et ça nous dit des choses du côté des attaquants. Peut-être que Manon a plus d'informations en back-end, mais du côté des attaquants, je pense qu'on a vu plusieurs attaquants collaborer sur toute une chaîne de sous-traitance. Et ça a été, c'est peut-être une première, en tout cas une première qui est médiatisée sur ce côté collaboration des attaquants. Et on reviendra, je pense, un peu après sur comment on fait pour comprendre ce qui se passe dans les arrière-scènes. Et en effet, au-delà des impacts, moi je pense que j'avais fait un message. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit un gouvernement intervenir pour sauver une supply chain entière. Ça dit beaucoup quand même de à quel point un impact cyber, c'est plus un truc informatique et ça ne concerne même plus que la victime, mais en l'occurrence, ça concerne Jaguar Land Rover et tout le Royaume-Uni. À tel point que le gouvernement est obligé de soutenir non seulement Land Rover, mais je pense qu'ils ont garanti les commandes des sous-traitants pour éviter la banqueroute d'un certain nombre. Puis c'est vraiment la concentration de 3 groupes majeurs de cybercriminels qui se sont unis pour faire mal à un État, pour faire mal à une entreprise. Donc il faut se poser la question aussi derrière, c'est est-ce que c'est l'État qui était visé? Est-ce que c'est l'entreprise qui était visée? Il y a vraiment ça pose beaucoup plus de questions que ce que ça nous donne de réponses, mais c'est vraiment la puissance de 3 groupes qui se mettent en commun pour aller cibler une entreprise. C'est sans penser, Olivier. On peut se poser aussi la question de la notoriété, en fait. Oui. Puisque attaquer une entreprise, faire un dommage qui est quand même systémique sur ses activités, impacter les fournisseurs, créer une incertitude sur les paiements, c'est majeur. Et évidemment, résultat, on en parle tout de suite, je pense qu'il y a aussi cette dimension de notoriété, une collaboration des 3 acteurs de menace dont on a parlé, et effectivement, probablement assez rare, et on en parlera tout à l'heure, mais ça va poser des problèmes d'attribution pour savoir finalement quels étaient ou quels seront les moyens pour pouvoir identifier ce type d'acteurs à l'avenir, sachant que c'est assez nébuleux de voir une telle concentration de différents acteurs. Alors que d'habitude, on a plutôt un où on fait face à l'écosystème avec son système de sous-traitance notamment. Ça montre bien finalement ce que je disais un peu en introduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la petite criminalité, on est vraiment sur une organisation, des organisations qui sont bien coordonnées entre elles, parce que là, vous le disiez très bien, on a plusieurs groupes qui se coordonnent pour attaquer un gros morceau, parce qu'en Angleterre, quand même, Jaguar Land Rover, c'est pas rien. Et d'ailleurs, l'impact financier qui en est ressorti le montre bien. Alors, moi, j'avais une autre question, c'est que j'ai observé, notamment en échangeant avec certains experts, qu'il y a aujourd'hui quelques hypothèses par rapport justement aux groupes criminels qui n'auraient plus comme volonté initiale simplement de voler de la donnée et puis finalement de vous bloquer votre système d'information pour vous demander une rançon, mais plutôt de venir faire de la disruption, de venir un peu casser, de vous mettre en difficulté, notamment face à des acteurs qui ne payent plus de rançon comme avant. Donc il y a cette volonté finalement plus simplement de voler et de revendre, mais vraiment de vous mettre en difficulté, un peu comme on a pu avoir dans ce cas-là. Et j'en profite également pour le public qui est en train de nous suivre. Je vous pose la question à vous. Selon vous, les entreprises devraient-elles systématiquement refuser de payer les rançons lors d'une attaque ransomware? Oui, non, ça dépend. Et puis je vous laisse vous m'expliquer peut-être ce nouveau paradigme. Oui, construction, non. Non. Nous, en 2020, on a subi une attaque aussi. Et on s'aperçoit en effet sur le marché qu'on ne paye plus en fait. On ne paye plus parce qu'on n'est pas sûr de récupérer la donnée. On n'est pas sûr que la donnée qu'on récupère soit saine. Et quelle est la plus-value de récupérer une donnée? On se pose vraiment les questions. Mais c'est vraiment le mouvement, c'est je ne paye plus. Donc, comme tu le disais, qu'est-ce que vont chercher les hackers maintenant? Qu'est-ce que vont chercher les groupes, les activistes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est pour ça qu'à travers l'attaque de JLR, c'est qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Que je pense qu'une entreprise comme JLR ne paierait jamais un ransomware. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu déstabiliser? Est-ce qu'ils ont voulu... je ne sais pas. Ça pose énormément de questions. Alors, tu as dit quelque chose, je disais, d'intéressant, juste pour être sûr de comprendre. Tu disais, finalement, on n'est pas certain de récupérer une donnée qui est bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vous bloquent la donnée et puis potentiellement, ils la trafiquent. Donc, vous récupérez des données qui ne sont pas
réalistes, qui ne reflètent pas ce qu'il y avait initialement? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu perds une donnée, tu n'as plus le contrôle dessus et la donnée revient, la première chose que tu fais, tu la reprends pas tout de suite. D'accord. Et tu cherches à voir si elle est saine ou pas. Ok. Oui, c'est toujours très difficile de trouver, je trouve, les motivations des attaquants. Je mettrais un très léger bémol. Je ne suis pas certain qu'il y ait autant que ça de mouvements de non-paiement. En tout cas, il y a des très forts... je pense que les messages des autorités, de la NSSI, des différentes autorités sont assez clairs sur le fait qu'il ne faut pas payer pour notamment ne pas entretenir ce système... mais force est de constater qu'il a toujours des très fortes capacités d'impact. Donc, se pose quand même la question d'où vient son financement. Donc, on sait qu'il y a évidemment des États derrière, derrière certains groupes et des très grandes proximités politiques. On sait aussi qu'ils arrivent à se financer par la crypto-monnaie et en consommant des ressources sur les systèmes des victimes. Mais je ne suis pas totalement si certain qu'il n'y ait pas non plus quand même des rançons. Ce qui change peut-être, c'est le mode opératoire. On a brandi le ransomware pendant quelques années comme étant la menace ultime. Or, il ne faut pas oublier que le ransomware, c'est l'action finale d'une attaque en général, celle qui est visible, celle qui rend la chose visible. Mais on a énormément de cas où les attaquants ont infiltré les systèmes d'information fort longtemps avant d'avoir déclenché des charges de chiffrement, s'ils le font. Ils ont souvent exfiltré de la donnée, alors pour mettre de la pression sur les victimes, à des fins d'espionnage industriel ou pour vraiment revendre cette donnée qui a de la valeur pour certains. Et en effet, pour ce système de double pression qui fonctionne très bien, c'est j'ai vos données, si vous voulez redémarrer vos systèmes, il faut payer. Et si jamais vous résistez à cette tentation, mes données contre de l'argent, on peut brandir la deuxième lame qui est vos données, sinon on les diffuse à tout le monde et vous allez perdre en réputation, vous allez perdre auprès de vos fournisseurs, de vos partenaires, etc. Pardon. Vas-y Manon. J'aimerais rebondir là-dessus parce que les chiffres quand même commencent à montrer un petit peu les tendances que tu décris, notamment si on regarde les paiements de ransomware, on a vu une diminution en 2024, un peu après l'opération Chronos contre Lockbit. Et ça, c'est assez parlant parce qu'on a réalisé un petit peu que, en fait, bien que les acteurs nous disent oui, les données sont effacées, elles ne le sont pas et on a un petit peu peur après. Et ça, c'est une tendance qui va être complétée par aussi une augmentation du volume brut d'attaques, justement un peu pour aller dire, il faut quand même monétiser. Et si on prend du recul sur tout ça, oui, on se rend compte que les entreprises ont moins envie de payer les rançons, que l'étau, c'est de dire on ne veut pas rentrer dans cet engrenage et alimenter ce système-là. Mais on reste humain et les acteurs le savent. Et donc on voit une augmentation aussi des techniques du type, non seulement il y a la phase d'extorsion, mais il y a aussi une phase de pression sur les victimes, des DDoS, du harcèlement. Et ça va vraiment permettre d'aller générer là où potentiellement une entreprise n'aurait pas forcément payé la rançon, d'aller rajouter vraiment cette couche de pression et dire voilà, là maintenant vous allez vraiment passer à la caisse, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas partir du postulat qu'à partir du moment où nos données sont exfiltrées, elles sont perdues? Est-ce que c'est pas en partant de ce postulat qu'il ne faut pas se dire qu'est-ce que je mets en place? Mais là, le point sur l'exfiltration plus la double extorsion, il est extant parce que moi, la première question en général qu'un client va me poser, ça va être c'est pas moi la victime directe, mais est-ce que je suis une victime indirecte? C'est la première question. Donc sur ce point. Ouais. Ce sont mes clients. C'est vrai qu'on voit des schémas de pression personnelle sur les dirigeants d'entreprise. On a vu ça pas mal. Et encore une fois, sur les clients, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière l'attaque sur JLR et on aura peut-être des nouvelles informations, mais il peut y avoir des petits secrets qu'on n'a pas envie de voir révélés, qui pourraient embêter des partenaires, qui pourraient embêter des États. Et c'est vrai que quand on met la main sur ces informations, alors oui, elles sont perdues d'un point de vue restauration de mon activité, mais elles représentent la réalité de ce qu'a été mon entreprise pendant X années. Souvent, les datas qui sont diffusées, il y en a pour des années et des années. Et on n'est pas toujours très fier des contrats qu'a passé son entreprise il y a plusieurs années, ou de la façon dont sont organisés certains services, ou même de résultats financiers. Et c'est aussi ces données-là qui sortent. Quand il y a des révélations et qui font énormément de mal aux entreprises, quand elles réalisent
tout ce qu'on peut savoir sur elle au travers de ces attaques. Donc toi, tu penses que ça va amener certaines entreprises, peut-être les plus gros groupes, à éviter de laisser le truc fuiter et de payer la rançon. Alors, je vais te donner les chiffres du public. Donc, je reposais la question. Selon vous, les entreprises devraient-elles systématiquement refuser de payer les rançons lors d'une attaque ransomware ? Oui à 47%, 33% non, et 20% ça dépend. Ça se voit que c'est un questionnaire anonyme. Alors, je vous donne quelques commentaires du public. Donc, Stéphane qui dit « Aux USA, on est poursuivi si l'on paye une rançon. Conclusion, moins de cyberattaques. En France et contre l'avis de l'ANSSI, un ministre a choisi de légiférer, d'encadrer le paiement d'une rançon. Conclusion, nous sommes le premier pays au monde ciblé par les cyberattaques. » Est-ce qu'on est le premier pays au monde ciblé par les cyberattaques ? Je pense que tous les pays sont plus ou moins quand même ciblés. J'ai Jean qui parle de quelque chose concernant JLR, il a raison. Donc il le dit, on n'a pas parlé des faiblesses de JLR. Et donc là, je cite, c'est quoi ce délire de connecter toutes les usines à la même plateforme ? Alors effectivement, pour rappeler ce qui s'est passé, en fait, quand on a creusé un peu l'histoire de JLR, on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, ils ont fait un changement de stratégie plus vers l'innovation. Et dans ce cadre d'innovation, c'était le tout connecté, le tout automatisé. Et tout ça a été plugué à la même plateforme. Et en fait, c'est ça qui a fait cette descente en cascade. Et ça, on en parlera justement après, forcément, de l'effet domino qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de Logbit parce que forcément, quand on parle de groupes criminels organisés, coordonnés, j'ai envie de dire c'est peut-être eux quelque part qui ont presque créé le modèle. Et donc, ils ont été très prolifiques ces dernières années. Ils ont été arrêtés, démantelés en 2024. Première question avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce qui a rendu ce groupe si efficace ? Ce qui est intéressant avec Logbit, c'est oui, il y a plein d'éléments techniques, je trouve, qui ont rendu Logbit efficace. Ok, c'est un groupe qui s'est beaucoup adapté techniquement avec un modèle ouvert qui a permis à plein de contributeurs d'aller jouer avec le code, d'aller l'améliorer. En plus, un bug bounty programme pour rajouter une petite couche pour justement garantir presque cette amélioration continue. Il y a le modèle Ransomware as a Service qui va aussi permettre de diffuser l'accès quelque part à ce ransomware. Mais ça, presque j'ai envie de le mettre à part, j'ai envie de voir plutôt le prisme social, la dimension sociale de Logbit. On est parti d'un groupe qui quand même a été démantelé avec une opération qui a été extrêmement puissante. Quand on regarde les actifs qui ont été saisis à la suite de cette opération, c'était quand même assez impressionnant. Et qui a su non seulement se retourner avec presque une gestion de crise, on voit le business là, c'est un business model, et qui en plus de ça a réussi à trouver des affiliés, et des affiliés de bon niveau. On voit l'affiliation récente avec Quilin et Dragon Force, toujours des noms j'adore. C'est vous qui êtes et donc ces deux acteurs-là qui, comme par hasard, sont parmi les acteurs les plus prolifiques de ransomware. Quilin certainement contre... Yasmine, tu en parlais contre la France, peut-être pas le premier, mais dans le top 5. Okay. Et si on regarde Quilin, ça fait 6 mois que c'est quasi en permanence l'acteur le plus prolifique contre la France. Et pas que. Donc si on parle de ce principe-là, dire on va aller s'associer avec un groupe comme Quilin, déjà c'est puissant comme message, c'est de dire on est avec les meilleurs et on continue de rester les meilleurs. Dragon Force, on est aussi dans le même type de discours, même si c'était un acteur qui était quand même moins connu. On reste aussi à la pointe de ce qu'on fait. Et ça, c'était assez intéressant parce que, plus ou moins au même moment que l'affiliation a été annoncée, Dragon Force et Quilin se sont mis à utiliser un nouvel EDR killer, donc EDR killer pour but de juste bypasser votre EDR. Et ça, c'est vraiment le message pour moi assez intelligent de dire voilà, on a réussi à se positionner techniquement, professionnellement et comme business model avec les meilleurs de l'industrie du ransomware. C'est impressionnant parce qu'à vous entendre, on a l'impression de raconter une histoire de différents groupes, une histoire qui aurait pu se passer au Moyen-Âge, où différents groupes en fait cherchent à s'unir pour faire céder l'homme fort en face ou la nation forte en face. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant. C'est de les voir, et vous l'avez très bien narré, c'est les voir s'unir, aller chercher les forces et les faiblesses de chacun pour faire une puissance. Et la question qu'on se pose, c'est on fait quoi en face ?
Parce qu'en fait, là, on est en train de raconter plein de choses. Ils sont allés jusqu'au bout puisqu'ils ont fait un rétex de la compromission qui vaut sa lecture. C'est un rétex professionnel. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'analyse de l'opération Chronos, leur force, la faiblesse, qu'est-ce qui a été exploité, comme l'aurait fait une équipe de réponse sur incident. D'accord. Voilà. Ça montre jusqu'à quel point leur professionnalisme est allé jusqu'au bout, avec quand même aussi peut-être un clin d'œil vis-à-vis des forces de l'ordre. Ouais. Des clins d'œil. Après, il y a plusieurs, je pense, grandes forces dans ces groupes. Certaines viennent d'être dites par les plus grandes expertises. Il y a leur capacité à créer la légende. Derrière, on dit Logbit, comme on dirait Kaiser Soze. Ce sont des entités. Et du coup, quand on fait ce narratif, on se dit un peu, c'est une organisation super bien rodée. Il faut voir que c'est surtout pas vraiment une organisation, c'est extrêmement décentralisé. C'est le modèle totalement as a service aussi qui fait que technologiquement, c'est très facile de passer la main à d'autres. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le modèle as a service ? Bien sûr, du coup, dans ce modèle Logbit, on a des gens qui développent un logiciel de ransomware et d'autres d'ailleurs. On a aussi des gens qui développent des logiciels de prise de contrôle à distance, par exemple. Et ces gens-là, ça va pas être directement ces acteurs qui développent qui vont effectuer les attaques et réclamer les rançons, mais eux, on va avoir un groupe qui fait une compromission initiale, qui déploie un ransomware pour lequel ils vont rémunérer les développeurs du ransomware, donc Logbit ou d'autres acteurs. Et ensuite, on va avoir des franchises qui, elles, vont aller mener la négociation commerciale en exploitant tout ça avec leurs forces. Et qui peuvent même le transmettre. Et c'est vrai que du coup, on a cet effet, si un tombe, très souvent, il y en a un autre derrière, parce que d'abord, le logiciel, il est massivement déployé, on les trouve dans les leaks, et on voit très bien qu'ils on n'arrive pas vraiment à faire tomber leur infrastructure. Et on fait tomber c'est un peu comme quand on s'en prend à la mafia, on fait tomber des têtes, mais il en repousse toujours d'autres derrière. Et du coup, je pense que leur force, c'est qu'ils ont réussi à répliquer ce modèle criminel standard dans la cybercriminalité. Et ils deviennent des organisations criminelles d'une extrême puissance. Alors, justement, moi j'ai une question qui a été posée. Selon vous, pourquoi certains de ces groupes dont vous avez parlé s'associent-ils entre eux ? Est-ce que c'est un manque de moyens, de techniques, de tactiques ou de procédures, ou est-ce que c'est tout simplement pour augmenter leur impact ? Pourquoi ils s'associent finalement ? On est plus fort ensemble ? Alors, de mon point de vue, une des raisons, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a quand même quelques poignées d'individus qui, à mon avis, se vendent au plus offrant, qui se connaissent les uns les autres de par leur formation ou de par leur parrain étatique, quand ils sont affiliés à des États. Et du coup, je pense que certaines alliances sont très naturelles parce que ce sont finalement des personnes de très grande proximité qui sont derrière ces organisations. C'est une des premières raisons. Et la deuxième, c'est qu'en effet, il y a un très grand pragmatisme. Pendant que nous, du côté des États et des entreprises, on essaye de s'organiser, de faire des lois, etc. Mais on a moins de proximité, on a chacun notre enjeu. Là où ils en ont rien à faire des lois, des règles. Si un truc marche pas, on l'arrête et on passe au suivant tant que ça ramène du profit. Donc je pense que cette agilité, elle leur permet de trouver des alliances très rapidement, en effet, dès lors qu'ils n'arrivent plus à leurs moyens en autonomie. Alors j'avais une question qui avait été posée dans le salon en bas. Est-ce qu'on parle de 2 milliards de pertes ou 2 milliards d'impact ? Je pense qu'on parle de JLR. Alors je confirme que c'est 2 milliards de pertes. C'est quand même un gros chiffre. Mais c'est toute la filière. Alors justement, on t'en a parlé un petit peu, et c'était justement la question que je voulais poser. Finalement, quand on voit ce genre de groupe, est-ce que réellement on est capable de les vaincre en coupant la tête ? Et je prends l'exemple de Logbit qui a été démantelé en 2024 et qui, pour autant, en fait, toutes les affiliations qu'il y avait autour continuent de sévir. Et je pose d'ailleurs la même question au public. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de réellement vaincre les groupes de ransomware où la menace restera finalement toujours un système auto-alimenté ? Donc, est-ce que quelque part, si on coupe, c'est comme une hydre, si on coupe la tête, on a une tentacule qui pousse et finalement on n'arrive pas trop à s'en dépâtir? Ça dépend. C'est-à-dire? Ça dépend de la volonté de le faire ou non. Ça dépend des impacts que ça peut avoir. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend. Est-ce que c'est pas uniquement la France qui va réussir à le faire? C'est vraiment c'est une union de nations, de pays qui concentreraient tous leurs moyens
pour justement aller ou couper la tête, ou couper la racine, ou arracher la racine, mais est-ce qu'on en a envie ? Est-ce que derrière, il y a... On n'aurait pas envie. Non, je dis, est-ce qu'on en a envie ? Alors, Est-ce qu'on en a envie ? Est-ce qu'on aurait suffisamment... Est-ce que la force qu'on mettrait en face, et la puissance de feu qu'on mettrait en face, permettrait justement d'aller arracher la racine, ou est-ce que ça ne repousserait pas indéfiniment ? je ne pense pas qu'il y ait de racine. Enfin, on peut retourner tout à fait la question. Est-ce qu'on peut couper la tête du trafic de drogue mondial ? Je pense que ça fait quelques années que tout le monde sait que non. Parce que, par essence, il y a une activité économique dont le numérique est un pilier fondamental. Et du coup, il y a des gens qui cambriolent des banques, il y a des gens qui vont cambrioler numériquement des banques, désolé Olivier, et il y a des gens qui vont tirer leur profit de ces activités criminelles autour de l'activité économique principale. Et je pense, on peut faire très mal à des groupes, et je pense que c'est le cas, en l'occurrence, l'opération Chronos. Et si Johanna Brousse nous écoute, je pense qu'on a des énormes succès dans le démantèlement d'un certain nombre de groupes et de personnes. Des personnes vont en prison, donc c'est quand même pas rien. Énormément d'actifs sont saisis, donc on leur coupe aussi des moyens financiers très importants, parce que je ne sais plus combien c'est dans l'opération Chronos. Vous avez peut-être les chiffres, mais je pense que c'est des dizaines ou centaines de millions de dollars au moins en crypto. Donc on leur coupe leurs moyens financiers. Mais si c'est pas eux, c'est d'autres, et si c'est d'autres, enfin peut-être que ça s'appelle Logbit et c'est plus les mêmes personnes si les dirigeants sont en prison, mais je pense que c'est aujourd'hui un peu utopique de se dire qu'on peut venir à bout du cybercrime. En tout cas, je parierais pas à mes économies là-dessus. N'oublions pas la porosité aussi avec certains États qui ont besoin de proxy pour pouvoir agir. En plus, on a une mécanique d'autofinancement avec un marché qui se crée de lui-même. Donc là, on vient à bloquer un marché, et ce marché, il est extrêmement rapide, il faut un certain nombre de moyens. On a très bien vu, notamment je pense avec Conti, où est-ce que, montrer n'est pas démontré. Avec Conti, on a vraiment démontré que c'était très organisé, il y avait une RH, il y avait des développeurs, les développeurs se plaignaient de ses managers, les développeurs se plaignaient des RH, et les RH se plaignaient des managers. Donc on était vraiment sur un véritable modèle d'entreprise, ce qui veut dire qu'il y a une réelle organisation pour répondre à un besoin de marché. Et puis on voit après avec les brokers d'accès initiaux qui vont justement structurer le marché, utiliser les forces et faiblesses des différents groupes. Donc on a vraiment une dynamique de marché, tout simplement. J'aimerais rebondir sur ton point de vue, parce que Conti, pour le coup, c'est effectivement un bon exemple pour montrer les liens avec la Russie, mais aussi pour voir comment ces groupes-là ont fait évoluer leur modèle en fonction des réponses d'État à des opérations. Donc là, en l'occurrence, je fais référence à l'opération Endgame qui, du coup, a forcé l'État russe déjà à bien plus canaliser ses efforts qui allaient précédemment plus sur un spectre assez large entre acceptation assez passive de la cybercriminalité jusqu'à, on va dire, un soutien assez actif. Et là, avec l'opération Endgame, on a vu que ça s'est beaucoup plus canalisé sur spécifiquement ce qui avait de la valeur pour le Kremlin, finalement. Et qu'est-ce qui a été choisi ? C'est Conti, c'est le cœur du ransomware. À côté de ça, les cryptex et toute la couche de monétisation, eux ont été le sujet, pour le coup, d'opérations publiques, médiatisées en Russie, etc., histoire de dire, oui, on a fait quelque chose, on a la pression de l'Europe, finalement, et on a agi, mais le cœur des opérations Conti reste et demeure, et ces têtes-là n'ont pas été coupées, pour continuer la métaphore. Et tout ça pour dire, non seulement ça a fait évoluer la façon dont l'acteur étatique agit, mais ça a fait évoluer aussi la façon dont les acteurs de ransomware ont agi, même dans la gestion du ransomware as a service, et notamment dans le fait de dire, en fait, finalement, d'un modèle très décentralisé, on va quand même recentraliser légèrement, on va quand même refaire des vettings beaucoup plus soutenus, avec des systèmes de caution, etc., justement pour, quelque part, se protéger de ça. Donc on voit une agilité même dans le ransomware as a service qui est assez intéressante, je trouve, et qui montre non seulement la façon dont les deux camps vont s'adapter, mais aussi quand même malgré tout de se dire les victoires
d'opérations chronos, d'opérations endgame, etc. Il y en a des belles, et puis se dire que quelqu'un d'autre a dû s'adapter quand même à ça, c'est pas rien. Alors, je vais vous donner le retour du sondage qui a été fait donc, aux experts qui sont en train de nous suivre. Historique, puisqu'on a 100% de personnes qui sont d'accord sur la même réponse. Alors, je répète la question, pensez-vous qu'il est possible de réellement vaincre les groupes de ransomware où la menace restera toujours un système auto-alimenté? 100% de personnes répondent non. Voilà. C'est bien sûr. Nous, en tant qu'experts, on va continuer à bosser pendant longtemps, finalement. Alors, j'ai quelques débats quand même dans la question. J'ai quelqu'un qui commente et qui est plutôt convaincu de quelque chose. Donc, je vais carrément demander au public de voter, puisqu'il dit la seule manière de pénaliser et d'arrêter ces situations-là, ça va être de pénaliser les paiements de rançon. Donc, mettre fin quelque part au groupe de cybercriminels passera à long terme par le fait de pénaliser le paiement d'une rançon. Alors, je pose la question au public. Je vais vous poser également la question, mais je la pose au public. Est-ce que vous pensez que si demain on pénalise le paiement d'une rançon, on peut mettre fin finalement à ces grands groupes coordonnés de cybercriminels? Oui, non, ça dépend. Vous en pensez quoi, vous? Il l'est déjà. Si on regarde les États-Unis, il est déjà. Et aux États-Unis, c'est ce qu'expliquait justement Stéphane, il disait aux États-Unis ça l'est, mais pas en France. Mais on a toujours des cas aux États-Unis, donc au final... Oui, effectivement. Ce qu'il faut pénaliser, on va se mettre à la place d'un chef d'entreprise qui a 5 salariés, qui se fait ransomware. On lui demande 10 000 euros. Il sait que ces 10 000 euros, ça va sauver son entreprise. Il le fait pas. Est-ce qu'il faut le sanctionner ou pas? Ça pose beaucoup de questions. Moi, je suis assez fondamentalement contre, et pourtant j'étais à l'ANSSI à tenir le donc on met 5 personnes à la porte. Oui, le côté humain, là, il n'est pas... c'est intéressant. Je suis contre l'interdiction d'une manière générale. Et c'est quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, je ne sais plus qui. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont quand même foutu chez JLR? Et c'est une des grandes mécaniques de la cyber depuis pas mal d'années. Les victimes sont souvent vues comme un peu coupables. Si tu avais bien bossé à la Sécu, ça ne te serait pas arrivé. Ouais. Et c'est un des moyens de pression utilisés par les cybercriminels. Et je trouve qu'on a beaucoup tendance à essayer de régler ces problèmes par la régulation ou en donnant des contraintes aux entreprises qui sont à minima beaucoup trop en retard sur la réalité des opérations et en plus de ça souvent contre-productives. À les concentrer sur comment je fais pour pas moi être vu comme en défaut quand j'ai une attaque et du coup à les empêcher un peu d'avoir la réponse adaptée à leur enjeu par rapport à ces sujets. Et je trouve que principalement en France et en Europe, plus généralement, on se dit beaucoup la régulation, les règles, il y a sûrement un truc qui va nous sauver et malheureusement ça nous sauve assez rarement. On aime bien mettre des règles. Alors, je vais vous donner les réponses du public. Donc, est-ce que finalement, pénaliser les paiements de rançon, ça met fin à tout ça? Oui, à 14,3%, non à 66,7%, et ça dépend à 19%. Il y a toujours les indécis, forcément. Alors, tout ce qu'on se dit depuis le début de cette émission, forcément, ça nous amène à aussi parler de CTI, parce que quelque part, la CTI, elle est aussi là pour répondre à cette problématique, à cet enjeu. Et donc, justement, est-ce que vous pensez qu'il faut disposer d'une équipe de CTI en interne dans une entreprise? Et est-ce que ça va dépendre de la spécificité sectorielle? Je pose la même question au public. Est-ce que vous estimez qu'une équipe de Cyber Threat Intelligence interne est indispensable pour toutes les entreprises? Alors, je laisse répondre Manon. Alors, vous allez me dire que je suis biaisée. Peut-être. Non, c'est pas forcément l'équipe de CTI qui va tout faire. C'est-à-dire que si c'est pour dire j'ai une équipe de CTI qui est capable de consommer du renseignement, mais qui n'est pas opérationnalisée derrière, à quoi ça sert? Par contre, pouvoir dire que on a un système de sécurité qui se base sur la menace, qui comprend la menace pour ensuite pouvoir aller faire une évaluation des risques et ensuite prendre des décisions qui sont pertinentes, ça me semble assez essentiel et assez logique. Et je pense que dans tout ça, il faut voir un peu la CTI comme c'est l'outil qui met un peu le puzzle ensemble. C'est l'outil qui va nous permettre de dire j'ai 12 000 pièces sur la table, j'ai des data points de partout, et bien comment est-ce que je vais faire pour en faire un schéma, un paysage qui est cohérent et qui va me permettre de dire voilà, je vais prioriser comme ça, parce qu'on l'a dit en fait, on ne peut pas être sur tous les fronts
en tant que défenseur, c'est pas possible. On a peur de sembler pas suffisamment compétent alors qu'on a des équipes qui le sont. Finalement, sur ce schéma-là, il faut prioriser. Et pour aller plus loin sur la question de la spécificité sectorielle qu'on a un petit peu abordée, la CTI, en elle-même, pour moi, elle n'a pas une spécificité sectorielle au ce sens où la CTI, c'est la CTI. C'est juste ce travail d'aller mettre les pièces ensemble du puzzle. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir, et je pense qu'Olivier, tu pourras en parler mieux que moi, mais certaines industries ont une menace, un profil de menace qui va être très spécifique. Et c'est là où la CTI va y répondre spécifiquement. Et partout où il y a de la fraude, on le voit avec nos clients, à partir du moment où il y a de la fraude, que ce soit bancaire, mais pas que, il y a des secteurs spécifiques comme par exemple l'hôtellerie ou le retail, avec les points de fidélité, où c'est un énorme sujet, surtout d'un point de vue réputationnel, mais même dans le secteur de la santé. La fraude à tout ce qui va être ordonnance et arrêt de travail, on n'y pense pas forcément. Mais voilà, ça, c'est des choses ce sont des menaces qui sont spécifiques à des secteurs et qui donc requièrent une approche qui va être sectorielle. Mais par contre, pour moi, la CTI, elle reste quand même ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est une discipline, c'est une démarche, et donc elle est la même partout. Olivier. Alors, je vais dans le sens de Manon. La CTI, elle est vraiment adaptée au secteur de métier. Ça, c'est un des éléments. Elle est aussi même géographique, parce qu'on n'a pas les mêmes acteurs sur les différentes régions dans le monde, aux US, en Europe ou en Asie. Et puis, l'équipe CTI, elle va recontextualiser l'information, réapprécier vis-à-vis des enjeux métiers, le type d'acteurs auxquels on pourrait faire face. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que quelque part, introduire une équipe CTI quand on n'en a pas, c'est faire un changement et c'est faire une transformation. Ce qui veut dire qu'il faut réintégrer l'équipe CTI, lui donner une place. Alors ça peut être un nouveau rôle sur une équipe qui fait de la réponse sur incident au début, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une spécificité sur l'approche, sur la compréhension des enjeux. Et typiquement, il y a pour parler à des métiers après avec de la CTI, si on envoie le rapport avec le langage probabiliste, ça va être très compliqué à faire passer. Donc il y a vraiment un travail à faire dans l'entreprise pour vraiment véhiculer l'information. Et justement être en support à la décision et assister la réponse sur incident, ça c'est vraiment clé. Est-ce que vous êtes d'accord ? En fait, j'ai pas compris les réponses. Non, j'ai pas compris les réponses. C'est la CTI, c'est dans l'entreprise ou en dehors ? À l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'il faudrait une équipe interne ? Donc c'est interne ou externe ? Alors, c'est interne, mais c'est pas forcément l'équipe qui fait tout, c'est la façon de consommer le renseignement. Voilà, c'est ça. Voilà. On a beaucoup parlé de sectoriel, il n'y a pas un seul secteur qui se ressemble. Dans la construction, c'est différent de la défense, de la santé, et Manon l'a dit. Mais la contextualisation, ceux qui connaissent vraiment, c'est ceux qui sont au cœur de l'entreprise. Donc nous, en fait, la CTI, on la consomme. On est des consommateurs. On va chercher, on donne des éléments aux équipes CTI, allez voir ce qui se passe là. Même si vous nous apportez aussi votre œil d'expertise, et heureusement qu'il est là, mais ceux qui connaissent l'entreprise, ils sont dans l'entreprise. Maintenant, on se pose le vrai question. Ça coûte combien d'avoir une CTI en interne ? En moyens humains, moyens financiers, etc. Ça coûte. C'est cher, ça aussi. Toi, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait une équipe de CTI, mais externalisée. Là où, Olivier, ce que tu expliquais toi tout à l'heure, c'est qu'en fonction de certains secteurs, il faudrait plutôt des équipes en interne. Il faudrait des équipes en interne, notamment d'un point de vue régulateur. Dans certains pays, c'est vraiment demandé. Elle est hybride. Ok. Parce qu'en plus, ça répond à la question d'un internaute qui demande, est-ce qu'on est sur une équipe de CTI qui est dédiée au service, ou est-ce que c'est une équipe de CTI, d'ailleurs, externe, comme par exemple Recorded Future ? Moi, je vais avoir une réponse à double détente. J'allais dire, si on structure une équipe sécuritaire, Miracle n'est pas comparable en taille avec vos structures, mais moi j'ai 10 personnes. Se dire que je crée une équipe pour faire de la CTI, ça n'a aucun sens. Et pas oublier que ce I, parce que CTI est un mot très à la mode, mais on dit renseignement sur la menace. On peut transposer ça exactement à plein d'autres fonctions de l'entreprise. Est-ce qu'on veut une équipe de renseignement sur la menace économique ? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que, et j'ai beaucoup aimé ce terme, on a besoin... Enfin, le renseignement, c'est du pouvoir. Et derrière la CTI se cachent plein de réalités différentes. Donc,
aujourd'hui, est-ce qu'on veut investir sur se renseigner sur, en général, tous les attaquants et qu'est-ce qu'ils font d'un point de vue stratégique et est-ce qu'ils sont plutôt russes ou chinois? Je trouve que pour beaucoup d'entreprises, ça a un intérêt proche de zéro. Par contre, est-ce que les groupes d'attaquants qui ciblent mon secteur d'activité, comment est-ce qu'ils opèrent? Et ce que moi j'appelle la CTI technique dans mes équipes, c'est on a des indicateurs sur ils vont se comporter de cette manière, ils vont d'abord s'en prendre à voler un compte, puis avoir un mouvement latéral, puis aller déclencher une charge utile. Et du coup, chez toi, dans ton équipe de sécurité, ça veut dire surtout ces chaînons de la chaîne d'attaque, à quel endroit tu as intérêt d'investir, et donc comment tu fais avec de l'intelligence des décisions qui sont informées par le renseignement. Ça, c'est vraiment très utile. Et ça, je pense que ça veut dire... de toute façon, on va acheter de l'information, consommer de l'information externe, sauf si on est très très grand, on ne va pas produire sa propre information. Mais en effet, être capable de la consommer. Et pour moi, ce n'est pas forcément une équipe dédiée qui fait ça, ça peut être une équipe très opérationnelle. Et le dernier point, c'est qu'on peut vraiment vouloir communiquer. Pour le RSSI, c'est une arme. C'est-à-dire que bénéficier d'un flux d'informations, ça permet de rassurer son COMEX, c'est-à-dire qu'on transforme une espèce de peur. Nos dirigeants, ils ont très peur, ils se disent « oulala, la cyber, ça va coûter 2 milliards ». Et en même temps, ils ne savent pas trop comment l'appréhender. Quand on est capable de consommer et de dire « voilà comment ça peut se passer, voilà ce qui se passe chez nos concurrents », voilà ce qui se passe dans notre secteur, on arrive avec une très grande force pour justifier ce qu'on fait. Donc le RSSI doit se doter de moyens de consommer l'intelligence et de l'opérationnaliser dans ses équipes. Je dis l'intelligence, du coup le mauvais terme, il doit consommer du renseignement pour utiliser cette information, pour prendre des décisions, faire ses opérations et communiquer. Après, est-ce que c'est une équipe CTI Après, je pense qu'il y a une question d'interaction. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup de consommation en CTI. On consomme des flux, on les retranscrit, on communique à ADG. Il y a quand même une activité qui est importante dans la CTI, c'est identifier les threat actors qui sont les plus pertinents par rapport au domaine, mais aussi être un moyen vis-à-vis des équipes qui font du testing. On parle de Purple Team, c'est-à-dire mélange défenseur et mélange offensif, pour justement pouvoir donner suffisamment d'éléments et tester, rejouer les attaques types des attaquants. Et la CTI a un rôle clé, puisque finalement c'est le chef d'orchestre, pour pouvoir déterminer quel scénario ou quelles attaques méritent d'être jouées, et puis en contrepartie, savoir quelle défense, quels cases vont répondre ou ne répondent pas, en vue de faire de l'amélioration continue. Donc il y a un rôle de chef d'orchestre, un chef d'orchestre qui va interagir avec les équipes, les équipes rouges, et également les équipes bleues. On sent que c'est quand même un rôle qui est important, et un des facteurs de réussite, généralement, c'est la bonne collaboration entre ces équipes. Le threat-based operation, c'est une des grosses clés du... Manon ? Je trouvais intéressant, vous avez tous les deux parlé à un moment le côté plutôt opérationnel de la CTI, où moi j'ai un peu tout entendu bah oui, la CTI, de toute façon, c'est juste un feed. À l'aide, finalement, la CTI, c'est aussi beaucoup de rapports et il faut les consommer, il faut les digérer. En fait, il y a un truc quand même où j'aimerais compléter, c'est de dire, la CTI, ça évolue aussi, c'est une discipline qui, heureusement, évolue aussi. Et ma perception, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas juste consommer la CTI, on la génère à l'échelle de l'entreprise. Et c'est là où, en fait, en tant que Recorded Future, qui a donc un set de clients, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est dire, on n'a pas le contexte de votre entreprise, c'est vous qui l'avez. Si on met ces deux éléments ensemble, là, par contre, on va commencer à générer du renseignement. Et c'est là où on va aller vers quelque part un cycle qui est plutôt vertueux versus tout ce qu'on peut voir quand on parle de criminalité à grande échelle et autres, qui est de dire, vous avez en interne votre télémétrie, vos AEC, plein de data que nous, on n'a pas. Nous, on a plein de data que vous n'avez pas. Et comment est-ce qu'on fait pour justement commencer à faire ce cycle-là et à fermer la boucle, en fait ? Et en ce sens, oui, inévitablement, là, je suis biaisée. Je dirais que la CTI est assez essentielle et que le coût d'une attaque sera sans doute bien supérieur à celui du coût de la CTI en interne.
parce que je rebondis sur tout. À mon avis, pour JLR, oui. Les 2 milliards là, oui. Alors, j'ai la réponse également du public. Estimez-vous qu'une équipe de cyber threat intelligence interne est indispensable pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur? On a oui à 56%, non à 28% et 17%, ça dépend. Alors, pour ma prochaine question, j'ai envie de prendre l'exemple de Conti et de son modèle justement de ransomware as a service, qui a montré justement qu'une organisation très industrielle avec des affiliés, avec des personnes qui développent, des personnes qui blanchissent l'argent, bref, on a vraiment toute une économie autour de ça. Comment ce type de modèle, alors je parle du RAS notamment, donc ransomware as a service, permet ou devrait en fait changer la manière dont les équipes de sécurité font face à ce genre de risque? Je pense que j'ai un peu accidentellement donné des éléments de réponse tout à l'heure en parlant justement de la façon dont même le modèle RAS avait beaucoup évolué sur Conti. Mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout face à une menace où on peut se dire c'est homogène. Ça ne l'est pas. Déjà, rien que le système d'affiliés fait que les TTP, pour nous, en tant qu'entreprise de CTI, il faut les suivre, il faut être assez actif sur ce qui se passe. Et puis, les TTP d'un individu, d'un affilié X, ne sera pas les mêmes que les TTP d'un affilié Y. Donc, dans tout ça, il va falloir pouvoir faire l'exercice dont tu parlais, Olivier, il y a un instant, qui est de dire, on a nos scénarios, on a une approche qui va être de priorisation assez importante de comment on va aborder la menace, et surtout, il va falloir l'aborder à tous les points d'inflexion que vont proposer ces ransomware. Que ce soit sur l'initial access où on a l'identity management et plein de disciplines. Et en fait, la difficulté finalement, c'est de se dire faut être bon partout, tout le temps. Et il faut avoir 0 trou dans la raquette. Et ça, virtuellement, c'est impossible. Donc, si on ne peut pas être tout le temps dans la prévention et la protection, comment est-ce qu'on fait pour gérer la résilience et la business continuity? Et je pense que ça, c'est plus à vous de... Qui veut réagir? J'ai fait un rêve. C'est de n'avoir aucun trou dans la raquette. On fait tous la même chose, on fait tous l'approche par les risques. Et une partie des éléments qui arrivent, donc quels sont mes risques, c'est la CTI aussi qui vient me donner des éléments. Je peux pas j'ai pas le budget d'une énorme banque, même si même vous, vous avez des trous, on en a tous. Mais on a des budgets, on doit les prioriser. On parlait de CTI tout à l'heure, on parlait de COMEX tout à l'heure. C'est quand je dois décider, quand je dois prendre une décision, c'est quel est le ROI, quel est mon retour sur investissement. Si je vais chercher une solution à l'extérieur pour m'aider, qu'est-ce que ça va m'apporter en face? Et il n'y a que comme ça qu'on réussit à avancer et à faire avancer les choses. Le ransomware, c'est combien ça coûte en fait. Mais le nerf de la guerre, il est là. C'est combien ça coûte. Est-ce que, et je disais tout à l'heure, est-ce que je vais payer la rançon ou pas? Ça va me coûter combien de la payer? Ça va me coûter combien de ne pas la payer? On a tous on doit tous faire des choix, et c'est l'approche par les risques de l'entreprise, contextualisée à l'entreprise, qui fait que je vais investir là ou là. On peut pas avoir... Je connais aucun RSSI qui dira non mais ok, chez moi ça passe pas. Malheureusement, oui, c'est vrai que le risque 0 n'existe pas. Mais on peut s'en rapprocher. On peut essayer de s'en rapprocher au maximum. On peut essayer de boucher les trous. Alors, pour ma prochaine question, j'ai envie de vous partager justement une page des statistiques qui ressortent justement d'un livre blanc de Recorded Future. Donc, certains logs d'InfoStealer ont permis à Recorded Future d'identifier des criminels d'ordre commun, et notamment des atteintes à la sécurité des enfants, et donc de transmettre les informations aux forces de l'ordre. Alors, quand on voit ça, forcément, on se pose la question, est-ce que la CTI, elle ne permet pas également de se battre contre le crime classique, j'entends classique, pas dans le cyberespace? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top. C'est vrai que j'avoue que quand j'ai vu les atteintes aux enfants, je me suis dit c'est pas mal quand même. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord là. C'est génial. Non, tout le monde s'aligne parce que c'est vrai que c'est un beau projet de pouvoir se dire que il y a des crimes qui passent par le cyberespace, donc inévitablement, en tant que consommateur et détenteur de CTI, on a notre rôle à jouer. Et pour contexte sur ce qui est ressorti de ce rapport, c'est que en fait, on est parti du principe que il n'y a pas que nous qui avons des trous dans la raquette, que surtout les consommateurs de contenu d'abus de mineurs, c'est pas forcément des gens qui vont être techniquement très pointus, ce sont des gens qui vont chercher à la base de l'anonymat.
et donc qui peuvent tout à fait, comme n'importe qui d'autre, se faire infecter par des infostealers. En partant de ce principe-là, qu'est-ce qu'on est allé voir? On est allé voir les logs, et des logs, on est ressorti une mine d'or en termes de renseignements sur ces consommateurs de contenu d'abus de mineurs, notamment pour ne citer qu'un seul bout de ce rapport, une personne qui était inconnue au bataillon, mais présente sur plus de 9 sites de consommation de contenu d'abus de mineurs, et qui était en plus dans le système de santé, recherchant activement des opportunités dans des hôpitaux pour enfants pour avoir des accès aux mineurs. Donc là, ça donne vraiment froid dans le dos. On est vraiment dans le dur de ce qui touche émotionnellement, je pense, n'importe qui. Et qui, je pense, prouve aussi que en fait, la CTI n'a pas forcément les limites qu'on anticipe. Et quelque part, il faut nous composer avec. À un tel point que j'ai régulièrement des analystes parmi mes clients qui me disent inévitablement on a accès à des trucs, on ne veut pas les voir, et ça fait des années, c'est tout bête, mais qu'on a une fonctionnalité au sein de la plateforme qui est de dire par défaut toutes les images vont être floutées. Ça semble complètement anodin, hein, mais ça a été un changement qui était nécessaire parce que justement on est en permanence exposé à des choses qui vont bien au-delà de ce que moi, quelque part, devrions avoir accès. Capable de gérer mentalement, en fait. Oui, en plus. C'est une manière de protéger les personnes qui travaillent dans ce secteur. Exactement, et complètement. D'un moment, psychologiquement, je pense que ça peut être difficile de suivre la route, quoi. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure, Thomas, tu donnais une information, et je reviens dessus pour la creuser. Tu disais, finalement, ces groupes de cybercriminels, ils bougent entre eux. Voilà, ils bougent entre eux, ils se déplacent et parfois ils sont commandités aussi par des États. Est-ce que, quelque part, le fait d'être simultanément dans plusieurs groupes, de bouger de façon constante, ça ne rend pas difficile la détection et l'attribution des attaques? Si. Ça rend compliqué. Oui. C'est un peu pour ça qu'aujourd'hui on ne peut pas trop attribuer, non? Alors, attribuer, déjà, je me rappelle plus si c'est un thème. Pareil, mon ancienne vie m'oblige à tenir des discours politiquement officiels. L'attribution d'actes cyber malveillants, c'est fondamentalement un acte politique. Et on a vu un certain nombre d'acteurs de la communauté du renseignement cyber aller de plus en plus vers de l'attribution à des groupes en utilisant des merveilleuses paraboles et ellipses pour parler de la Chine, de la Russie, de la Corée du Nord, des États-Unis, d'Israël et de plein d'autres pays qui ont des actions cyber. Moi, j'ai un peu l'impression, souvent en tout cas, que dans le cadre de l'entreprise, l'attribution, c'est pas un sujet très intéressant, c'est un sujet qui est très important pour les forces de l'ordre qui doivent arrêter les gens. Et oui, c'est très compliqué pour eux de trouver les individus, de les arrêter, de les mettre en prison. Pour les entreprises, je pense que l'information la plus intéressante, ça va être les gens qui s'en prennent à moi, encore une fois, de quelle manière ils s'y prennent, à partir de quelles infrastructures, et qu'est-ce que moi je peux faire pour m'en protéger, combien ça va me coûter, de me protéger, et comment je peux opérationnaliser ça. La partie attribution, encore une fois, peut-être que pour JLR, on va vouloir essayer de se dire qui a fait ça et s'en prend à l'Angleterre, mais ça devrait rester du rôle des États. Parce que déjà on peut se faire avoir assez facilement, et même les États se font avoir. C'est pour ça qu'avec une très grande prudence, on pourra reparler de Babar un jour où on aura Bernard Barbier parmi nous, mais des gens qui ont attribué à la France parfois des logiciels ont pu se faire intoxiquer ou pas par d'autres États. Donc il faut une très très grande prudence quand on fait de l'attribution. On peut avoir plein de faisceaux d'indices, et encore plus quand on veut arrêter des gens, où on les arrête pour des actes qui sont illégaux dans les pays où on les arrête, ce qui complexifie énormément le travail des forces de l'ordre. Et ce qui fait que ces opérations de démantèlement, elles sont incroyablement complexes. Elles impliquent les polices de je ne sais combien de pays, avec le soutien de Europol, de Interpol, des acteurs techniques qui, par nature, ont de l'information qui peuvent aider à faire ces identifications. Et du coup, pour faire le lien aussi avec la chose d'avant,
les forces de l'ordre, elles ont besoin de renseignements. Les gens qui mettent en œuvre les lois, qui veulent arrêter des criminels d'une manière générale, ont besoin d'informations. Alors, les anciens, les fadettes, on veut savoir qui a parlé avec qui, etc. Donc, forcément, les acteurs, les groupes malveillants, ils utilisent le numérique, donc ils laissent des empreintes numériques. Donc quand on fait du renseignement, on a de l'information. C'est pas pour rien sur ces sujets d'atteinte aux enfants. Microsoft, depuis très longtemps, collabore avec le FBI pour identifier les gens qui téléchargent sur leur serveur. Mais encore une fois, identifier les individus, c'est pas la même chose que identifier les groupes et encore moins les États. Je veux rebondir là-dessus parce que je trouve ça intéressant. L'attribution, c'est pas un cluedo, c'est pas Madame Rose avec la matraque, mais c'est comme ça que la plupart des gens veulent le voir. La première chose qu'on a envie de comprendre, c'est mais qui a fait ça, comment ? Sauf que la réalité, c'est que c'est pas ça, c'est qu'il y a des dynamiques qui sont trop fluides, surtout quand on parle de criminalité cyber, où on en a parlé déjà tout à l'heure. Le paysage, il est hyper fluide, il y a des associations de groupes qui peuvent ensuite se désassocier, utiliser les tools des uns et demain de quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on n'est pas dans la même logique que quelque chose de très simpliste qui est de dire qui a ciblé comment. Et donc, le sujet de l'attribution, en ce sens, je trouve qu'il faut le revoir un peu dans la façon dont on l'approche. Mais ça, je pense qu'on sait. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit d'attribuer quelque chose. Ouais, c'était ma prochaine question, finalement. Ah, mais si vous n'avez pas le droit. Non, mais c'est vrai, non, c'était ma prochaine question, c'était de dire, quelque part, vu qu'il y a quelque chose d'éminemment politique derrière le fait d'attribuer une attaque à un État, est-ce que c'est vraiment le rôle des entreprises et des experts en CTI, ou est-ce qu'il n'y a que les États qui peuvent attribuer à d'autres États, quelque part ? Dans cette logique-là, je pense qu'il y a quand même une discussion et un échange à avoir avec les forces de l'ordre. L'attribution en elle-même, clairement, c'est un acte politique et donc étatique, mais il y a une responsabilité quand même presque civique de contribuer et de dire, voilà les indicateurs que nous on a, voilà le renseignement que nous on possède et qu'on met à disposition tant qu'on le peut aux forces de l'ordre pour qu'elles puissent faire leur travail. Mais effectivement, l'attribution en elle-même, je pense que ça reste trop politique, surtout quand on prend plus en compte ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis des acteurs étatiques, où bien évidemment, il y a l'acteur étatique qui soutient et il y a l'acteur étatique qui utilise directement. Et les ransomware sont utilisés directement par certains acteurs étatiques, et ça, c'est beaucoup plus établi. Je ne pense pas que j'ai de grossièreté sur ce sujet-là, que ce soit pour masquer de l'espionnage, que ce soit pour générer du revenu, etc. Donc, dans toute cette dynamique-là, effectivement, l'attribution en elle-même, je dirais... C'est une complémentarité de liens qui vient du privé comme vous fournissez à l'État. L'État a ses propres moyens aussi pour vérifier, contrôler et aller chercher. Et comme tu disais, c'est vraiment à eux d'attribuer. On parlait des traces, il laisse aussi de fausses traces, donc il faut pouvoir faire le tri dans tout ça. Et nous, entreprise, et tu l'as dit, nous on veut savoir comment, qui on verra après. Bon, c'est pas ma priorité, quoi. C'est comment ils ont fait, ils sont passés par où, c'est ça. Olivier, toi, tu partages aussi cet avis ? Oui, je partage cet avis. Je pense qu'il y a aussi le où ils vont. Ouais. Quelle est la cible ? Parce qu'à un moment donné, on a un spot avec un hit sur un indicateur de compromission. Idéalement, c'est savoir quelles sont les prochaines étapes. C'est ça. Je pense que c'est vraiment aussi cette dimension qu'il faut intégrer. Ouais. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Je vais juste rajouter encore une question qui a été posée. Alors, désolée, je n'ai pas pu toutes les poser, mais j'en prends une dernière. Parce que je la trouve intéressante. À qui s'adressent les résultats de la CTI ? Est-ce que c'est les équipes de sécurité, les équipes métiers ou à la direction ? C'est de l'information, mais elles sont à lire et à comprendre par qui ? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Okay. Tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment toute la dimension très opérationnelle. Je vais avoir mes indicateurs de compromis, je vais en identifier certains, je vais en injecter. Il va y avoir cette proximité très forte avec les équipes d'ethical hacking, sur lesquelles on peut avoir effectivement du Purple Team, soit en continu, soit par campagne. Donc c'est encore un acteur. Il y a aussi le threat landscape. Dans certaines réglementations, on est obligé de publier un état de la menace et puis donner des prédictions potentielles d'où elle peut évoluer par rapport au contexte de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un livrable qui est idéal pour parler à une direction. On va parler avec la direction, évidemment avec généralement un chef d'orchestre qui est le CISO, qui va justement gérer cette dissémination, parce que c'est le terme technique, on parle de CTI, de façon à ce que ça puisse atteindre différentes strates. Je pense que toute l'entreprise a un bénéfice à être avec l'équipe CTI. On ne l'exploite pas de la même façon aux différents niveaux.
C'est ça. C'est le COMEX a besoin de savoir si le pays ou la zone elle est stable. Donc on va utiliser la CTI. Nous, on a besoin de savoir dans ces pays, est-ce qu'il y a une menace sur notre activité ou non. Voilà, c'est en fait, on va l'utiliser à différents En fonction des strates. En fonction des strates. En fait, la CTI, c'est vraiment ses chapeaux. Il y a beaucoup d'activités dans une équipe CTI, même jusqu'à la revue des patchs, la priorisation des vulnérabilités, même s'il y a des cycles, on peut en avancer, parce qu'il y a vraiment des modèles intéressants. Donc c'est très très large. Ouais. Parfait. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également d'avoir répondu aux questions du public. On remercie le public. Vous avez été très nombreux. Il y a eu pas mal de commentaires et pas mal d'échanges entre vous. Donc, on voit bien que le sujet vous a passionné. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Ce soir, on était en partenariat avec Recorded Future, d'ailleurs, qui vous met à disposition un livre blanc si vous souhaitez aller plus loin sur les questions de CTI et de cybercriminalité. Et puis, je vous dis bonne soirée et à notre prochaine émission. Au revoir. Au revoir.